Chaque frère que j'ai perdu, c'était à un moment où on ne s'entendait pas, et je dois vivre avec ça. Je suis le dernier homme debout. Tu as raison. Ouais. Une partie du front de mer de Miami Beach est dissimulée derrière des grilles, tel un secret derrière un sourire. Sur North Bay Road, il y a une adresse de Barry Gibb, qui ressemble moins à une maison qu'à un périmètre privé. 5820 North Bay Road. Les annonces immobilières et les bases de données de registres publics la décrivent comme faisant environ 1500 mètres carrés avec 8 chambres et 9 salles de bain. Construite pour la première fois en 1936 sur un terrain si vaste que le silence semble avoir été conçu sur mesure. Ce n'était pas un achat chanceux. C'était un mode de vie qui a appris à considérer l'immobilier comme une armure, et cela comptait. Mais le plus troublant dans l'histoire de Barry Gibb, ce n'est pas qu'il ait fini derrière des grilles, c'est à quel point il a failli ne jamais sortir de l'enfance. Il a dit qu'à 2 ans, il a renversé une casserole d'eau bouillante sur lui, et les médecins ont annoncé à sa mère qu'il ne lui restait qu'environ 20 ou 20 minutes à vivre. Il a décrit les conséquences comme une autre forme de prison. 2 ans à l'hôpital, puis une période où il n'a pas parlé pendant encore 2 ans, des cicatrices qui ne sont jamais vraiment devenues invisibles. Alors quand vous regardez un manoir en bord de mer et que vous vous demandez pourquoi quelqu'un aurait besoin d'autant d'espace, d'autant de contrôle, il est utile de se souvenir de cela. Pour certaines personnes, le luxe n'est pas seulement une indulgence, c'est l'opposé de l'impuissance. Lorsque les bègues sont devenus une machine mondiale, la relation de Barry avec la propriété a pris l'allure d'une habitude. En mars 1979, selon les reportages, il a acheté un manoir de Miami Beach avec 10 chambres et 7 salles de bain pour 1 047 500 selon les mêmes sources. Il avait aussi une troisième maison, achetée en 1979 pour 262 000 comme un espace de stockage supplémentaire pour une vie qui ne tenait plus en un seul endroit. Et puis il y a ce moment où la confiance commence à ressembler à de l'appétit. Cette maison de 10 chambres a ensuite été annoncée sur le marché pour 15 millions. La célébrité se transforme en propriété. La propriété devient un levier. Mais le prix à payer pour vivre ainsi, c'est que maison cesse d'être un nom et devient un verbe. En juillet 1981, selon des rapports basés sur les archives judiciaires, Barry a payé 14 millions pour un manoir de 12 chambres, âgé de 45 ans à Miami Beach. Ce n'était pas juste un achat, mais un projet. Son manager de l'époque a dit que Barry comptait dépenser 200 000 pour des rénovations, dont un cours de tennis et une piscine. Un manager a déclaré que Barry aimait rénover et revendre des maisons. Ce n'est pas comme ça que la plupart des gens parlent de leur maison, c'est comme ça qu'on parle d'un échiquier. Le contraste est presque cruel comparé au début. Un enfant qui a survécu à un accident de justesse grandit pour se construire une vie, où les issues de secours sont intégrées à l'architecture, plusieurs maisons, plusieurs sorties, l'argent transformé en mobilité. Difficile de ne pas admirer la compétence, ni d'ignorer la paranoïa silencieuse qui l'accompagne. L'histoire le confirme car le reportage montre l'accumulation et le renouvellement. Barry Gibb n'a jamais été seulement un homme de manoir, même sur les anciens portraits. Il semble être un collectionneur compulsif d'objets, d'argent liquide et de détails. Un article de 1969 rapportait que son père parlait d'une mentalité de pie. Il citait Barry disant « Je fais un inventaire avant de quitter la maison ». L'article le décrivait aussi comme portant 50 livres, un détail concret. Ça peut sembler pittoresque aujourd'hui, mais dans le contexte, ce n'est pas pittoresque, c'est de la préparation. C'est la psychologie de quelqu'un qui a appris très tôt que le confort peut disparaître rapidement. Alors, quand l'histoire passe de l'allée au garage, cela ne ressemble pas à un détour, mais plutôt au même instinct, sous un autre déguisement. Les véhicules de Barry, documentés à travers des annonces de ventes aux enchères et des rapports, témoignent d'un homme qui aime l'artisanat, mais aussi l'isolation. Une annonce de vente aux enchères propose une Bentley Turbo R ayant appartenu à Sir Barry Gibb. Une autre annonce l'associe à une Bentley Turbo RT de 1999 avec un numéro de série précis, présenté comme la dernière Turbo RT fabriquée pour l'Amérique du Nord. Les détails n'authentifient pas seulement la voiture, ils authentifient pas la vie, et puis la touche émotionnelle vient d'un véhicule qui n'a rien de glamour. Une annonce de Bonham décrit une Mercedes-Benz 280 Tourism Estate Break de 1982, un break plutôt qu'un coupé de collection, avec une provenance qui semble étrangement intime, dit-elle.
Barry l'a achetée en 1988 et l'a gardée 29 ans. Dans un monde où les célébrités changent sans cesse de jouets, conserver un break pendant près de 30 ans est presque une confession. Cela suggère de la loyauté ou de la nostalgie, ou peut-être un désir discret de quelque chose qui ne change pas. Un autre article à propos d'une Bentley appartenant à Barry va dans ce sens. On ressent encore plus fortement cet attachement. Il décrit une Bentley entreposée dans un garage déshumidifié, protégée à la fois contre le vol et les effets du temps. L'argent sert d'outil de préservation, mais révèle aussi la blessure sous-jacente. Plus vous essayez de préserver, plus vous admettez avoir peur de la décomposition. C'est ici que la vie de Barry commence à ressembler à deux histoires entremêlées. L'une est celle que le monde connaît, des chansons devenues culture, des distinctions qui ont fait de lui une institution nationale. L'autre est l'histoire privée, sous-entendue par les habitudes, les inventaires, la collection, la construction de murs ou la préservation d'objets face aux intempéries. Une histoire parle d'être entendue, l'autre de ne pas être blessé. Et puis, en 2023, le monde met en scène une nuit qui tente de fusionner ces deux histoires en un seul récit limpide. Barry Gibb figure parmi les lauréats de la 46e cérémonie des Kennedy Center Honors consacrant sa carrière. La cérémonie est annoncée pour le 3 décembre, une date qui transforme le calendrier en un jalon, avec une liste d'artistes pour l'hommage annoncé. Des reprises par Michael Bublé, Little Big Town, Ben Platt et Ariana DeBose. Le catalogue devient un monument public le temps d'une nuit. Pour un moment de stupéfaction, c'est celui-ci. Une salle conçue pour les applaudissements, un héritage transformé en son, toute une vie condensée en une soirée où des inconnus vous renvoient parfois vos propres paroles en chantant. Dans ce type de salle, la victoire paraît presque acquise. Un homme longtemps hospitalisé et silencieux était finalement célébré dans le temple culturel le plus prestigieux d'Amérique. Un auteur-compositeur devient une institution, mais la blessure n'attend pas poliment dehors pendant que l'orchestre joue, elle s'assoit sur le même siège. Barry a été particulièrement franc sur ce que la célébrité a fait au Bee Gees. Dans la pièce verrouillée de la fraternité, il a dit que la célébrité peut transformer un groupe en cocotte minute. La lumière des projecteurs devient une ressource, pas une célébration, et un groupe commence à se comporter comme une pièce remplie d'artistes solos. Il a aussi reconnu, sans l'enjoliver, que la lumière des projecteurs ne tombait pas de façon égale, et que c'était lui qui se tenait dans la partie la plus éclatante. Ce ne sont pas des titres de tabloïds. On dit ce genre de phrase quand on a rejoué le passé, tant de fois qu'on ne peut plus prétendre que c'était juste. Et le plus difficile, c'est que la chronologie n'offre pas de solution nette. Barry a dit qu'il n'était pas en bon terme avec ses frères lorsque Maurice est décédé en 2003 et Robin en 2012. Alors même que le Kennedy Center l'entoure d'un honneur prestigieux, le bilan personnel comporte encore des dettes émotionnelles impayées. La richesse achète de l'espace, mais pas le temps, d'où l'absence de musique dans le prochain chapitre. C'est la gestion, les contrats, les successions, ces décisions discrètes qui déterminent qui détiendra les chansons lorsque le chanteur ne le pourra plus. Le truc avec une chanson, c'est qu'elle peut sembler aussi légère que l'air jusqu'au jour où elle devient un acte. Barry l'a dit simplement. Il ne voulait pas que ses enfants hérident de ce fardeau. Il a mentionné les chiffres entendus sur Bruce Springsteen, comme s'il parlait d'une assurance contre les tempêtes. Vous créez quelque chose d'inestimable, puis devez choisir de le garder ou de le rendre gérable pour votre famille. En 2016, cette réalité commerciale est devenue officielle. Universal a signé un accord mondial à long terme, confiant tout le catalogue enregistré des Bee Gees à Capitol. Il a été conçu avec Barry Gibb et les successions de Robin et Maurice. Ce n'est pas simplement un contrat de disque, c'est l'architecture de l'immortalité. La distribution mondiale renforce le contrôle de la marque, un échafaudage conçu pour garder un catalogue rentable, quand les personnes qui l'ont créé ne sont plus là. La presse spécialisée a annoncé le départ de BGS de Warner et le transfert du catalogue chez Capitol. Petit rappel, même les légendes sont traitées comme des stocks premium. Mais il y a une blessure personnelle sous ces phrases d'entreprise. Quand des institutions et successions gèrent un catalogue, l'art devient une affaire familiale. Les frères de Barry ne sont pas seulement des membres du groupe dans cette structure, ils sont aussi des entités juridiques, des signatures et des responsabilités qui existent. Parce que Maurice est décédé en 2003 et Robin est décédé en 2012. Donc le même accord qui assure l'avenir de la musique souligne aussi l'absence qui a rendu cet accord nécessaire. C'est le mode de vie que les gens n'imaginent pas quand ils pensent à la célébrité, le chagrin transformé en contrat.
Même les distinctions publiques de Barry portent cette gloire ambivalente, avec une ombre derrière. Il est nommé commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, lors des distinctions du Nouvel An 2002 pour ses services à la musique et au divertissement, puis à nouveau en 2018. Le registre l'indique comme chevalier célibataire pour services rendus à la musique et à la charité. Son nom est imprimé avec l'encre gouvernementale et le 26 juin 2018, il est fait chevalier au palais de Buckingham. Une investiture qui transforme un auteur-compositeur de pop en sur, comme une lame transforme une épaule en histoire. C'est un spectacle à la manière britannique la plus retenue, moins de fans hurlants, plus de protocoles discrets, mais le son de ce moment reste fort si l'on écoute attentivement. Le silence des salles du palais, le claquement des chaussures sur les sols cirés, l'absurdité de voir un musicien actif intégré à la même cérémonie qui honorait jadis généraux et hommes d'État. Et même là, il reste lié aux personnes qui ne sont plus à ses côtés. Les rapports le citent en train de reconnaître que sans ses frères, il ne serait pas là. Une victoire si éclatante qu'elle ressemble à une conclusion. Une blessure si profonde qu'elle refuse de se refermer. Les distinctions continuent d'arriver avec la même charge émotionnelle. D'après la presse australienne, Barry a reçu en janvier 2022 le titre de compagnon de l'Ordre d'Australie. Une distinction saluant son lien avec un pays où l'histoire des Bee Gees reste liée au lieu et à la mémoire. L'article explique même la procédure derrière les distinctions honorifiques, rappelant qu'au niveau de Barry, la reconnaissance devient une affaire de bureaucratie et que les monuments publics deviennent littéraux. La Bee Gees Way à Redcliffe, Queensland, est présentée comme attraction. Le site officiel de Bee Gees lui consacre une page dédiée. Transformer la géographie en un sanctuaire de marque. C'est ça, la victoire. Ton histoire d'origine devient une destination. La blessure est plus subtile. Quand ton passé a un nom, il ne t'appartient plus vraiment. La géographie de ton enfance devient un point sur les cartes d'autrui. Cette tension entre la maîtrise et le chaos se retrouve dans la façon dont il parle de son travail lui-même. Il est crédité d'un palmarès impressionnant de 16 chansons numéro 1 et les BGS sont décrites comme le seul groupe, à part les Beatles, à avoir obtenu 6 numéros 1 consécutifs. Ce sont des chiffres dignes d'un musée, du genre qui donne à l'histoire un aspect lisse. Mais Barry refuse l'inévitabilité. Il a dit « Ils ont écrit de grandes choses et aussi beaucoup de conneries ». En dépouillant le mythe pour le ramener à l'essai-erreur humain, il a présenté l'échec comme une nécessité. Sans échec, pas de succès, et chaque échec apporte un apprentissage. Ce sont les mots d'un artisan, pas d'une célébrité, et ce n'est pas juste du discours. Il existe des traces écrites montrant qu'il a été entraîné dans l'arène la plus impitoyable de toutes, le tribunal. Analyse juridique sur celle contre. Gibb décrit les BGS travaillant en janvier 1977 au château d'Hérouville, à environ 40 km au nord-ouest de Paris. Ils auraient composé au moins 6 nouvelles chansons durant cette période. Le témoignage de Barry incluait une bande de travail diffusée comme preuve au tribunal. Un procès a accusé les BGS de plagiat, et l'affaire a transformé le processus créatif de Barry en preuve devant le tribunal. Vos instincts réduits à des repères temporels, votre mélodie débattue par des inconnus sous une lumière fluorescente. L'œuvre est tellement importante qu'on se bat pour elle. Le prix à payer, c'est que votre art devient quelque chose que d'autres dissèquent. Dans ce contexte, même ces possessions ressemblent moins à de la frime et plus à des artefacts, des objets qui portent une preuve. Il existe dans la nature un instrument signature en édition limitée, une Guild Esquire Bee Gees Songbird, une guitare acoustique Barry Gibb signature dont la période de production est répertoriée de 1998 à 2001, et des détails de fabrication comme un dos et des éclisses en acajou avec une table en épicéa. Une enchère propose aussi une guitare électrique Guild X 250 personnels de 1954 avec numéro de série, présentée comme la Provence en mouvement. Les outils du métier deviennent des objets historiques et l'ironie est mordante. Une fois que votre guitare devient une annonce, ce n'est plus une compagne, c'est une marchandise. Alors qu'on pense que l'histoire devient institution, Barry adopte une approche plus douce. À la fin de 2020, les documents de presse le décrivaient comme un fan de bluegrass et de country depuis toujours. Annonçant Greenfields, le livre de chansons des frères Gibb, volume 1, avec une date de sortie fixée au 8 janvier, les reportages le décrivaient comme une réinterprétation des chansons des Bee Gees avec une liste de collaborateurs produite à Nashville. Après des années de contrat, il retourne dans les chansons comme pour se rappeler qu'elles sont encore des choses vivantes.
Mais même cette victoire a sa part de douleur. Le projet reste marqué par la perte. Quand les gens parlent d'héritage, cela peut sembler triomphant. Quand on entend un frère survivant revenir au répertoire, cela peut sonner comme de la dévotion et comme du chagrin avec une mélodie. Puis vient le rappel que la richesse ne rend pas la vie plus sûre. Une maison ne se soucie pas de qui vous êtes. En janvier 2006, Barry et Linda ont acheté pour 23 millions la maison historique de Johnny Cash et June Carter Cash à Hendersonville, Tennessee, prévoyant de la rénover avant d'y vivre. Il y a une certaine romance dans cet achat. Une légende acquiert le sanctuaire d'une autre, comme si l'histoire s'héritait avec l'acte de propriété. Cette romance s'est envolée en un instant. En avril 2007, une étincelle a enflammé un produit de préservation lors de travaux, détruisant la maison. Pas une fuite ni un mauvais entrepreneur, mais une perte totale, une blessure que l'argent ne répare pas. Vous pouvez acheter l'adresse, vous pouvez acheter le passé, mais vous ne pouvez pas acheter l'immunité contre le hasard. Après l'incendie, la reconstruction sur les fondations d'origine a été envisagée, mais abandonnée. Le terrain a été vendu avec une perte de 300 000 pour 2 millions selon les rapports. Même une perte est supportable quand on est riche, c'est la douleur qui en découle. Un rêve réduit à une ligne comptable, un lieu qui a abrité une vie célèbre devenant un terrain vide. Aucune révérence ne peut changer cela. Même les relations les plus proches de Barry, censées stabiliser sa vie, subissent une telle pression à cette échelle. Il a épousé Linda Gray le 1er septembre 1970, qui est aussi son anniversaire. Ils ont 5 enfants. Les profils les nomment, rendant l'abstraction concrète par une liste familiale. Ils sont devenus citoyens américains en 2009 tout en conservant la citoyenneté britannique, un détail qui suggère que le succès peut donner l'impression d'avoir plusieurs patries à la fois. C'est là que ce mode de vie devient difficile à idéaliser. La stabilité, ce n'est pas juste rester marié ou acheter une maison, c'est aussi vivre avec les conséquences de la célébrité sur votre famille, y compris vos frères. On peut être honoré par des États ou des institutions culturelles tout en gardant un regret intime, c'est une étrange réalité. Cela ne se soucie pas des médailles. La vie de Barry Gibb a l'apparence extérieure d'une victoire. Des propriétés immenses, des voitures de luxe documentées, des distinctions officielles, des chansons devenues un langage universel. Mais l'histoire qui demeure n'est pas celle de la victoire, c'est la tension entre le contrôle et la vulnérabilité. Un enfant qui a survécu à un accident d'eau bouillante et a vécu avec les cicatrices et le long silence qui a suivi, devient un homme qui construit des barrières. Architecturales, juridiques, émotionnelles. Il apprend à se contrôler avant de sortir, comme l'ancien rituel qu'il a déjà décrit, faire le point avant de quitter la maison. Il devient un auteur-compositeur capable de reconnaître que son travail a des défauts, car il ne vend pas la perfection, mais la vérité du processus. L'héritage repose moins sur les titres ou récompenses que sur l'artisanat qui a perduré, au-delà des classements. Les citations que les gens retiennent comme des anecdotes ne sont pas seulement des sujets de fierté, elles prouvent que quelque chose créé au beau milieu du chaos de la vie peut survivre à ceux qui l'ont créé. Une maison peut disparaître en un instant, mais la musique trouve toujours de nouveaux lieux où vivre. Et même aujourd'hui, avec les distinctions archivées, les catalogues sécurisés et les monuments érigés, la question moderne et inconfortable plane toujours sur tout l'Empire. Combien de Barry Gibb sera-t-il retenu comme une voix et combien sera-t-il géré comme un actif ?